Bonsoir à tous et merci d'être au grand rendez-vous. À tout de suite pour la météo. Nous saluons tous nos téléspectateurs fidèles ou non qui nous suivent depuis Kérou, depuis Tangueta, depuis Peunko. Le menu du grand rendez-vous se déroule comme suit. On va parler nature et bien-être, précisément de la vaccination chez l'adulte. La femme enceinte est une priorité. C'est ce que va nous dire Imelda Adeyandjou. Elle est agent PEV. Nous aurons également sur ce plateau Agnat Bello dans la rubrique Autant savoir pour nous parler de la cartographie des risques pour une meilleure gestion en entreprise. Son invité s'appelle Gentil Badedji, agent qualité certifié. L'expert de ce soir va nous entretenir sur la monnaie unique de la CEDEAO ECO. L'expert, son nom c'est Jaurès Sobossi, il est économiste. Avec lui, on aura toutes les informations, tout ce qu'il y a comme généralité autour de cette monnaie unique. Et en fin d'émission, on va parler beauté. Beauté avec Figensia Routondi et Ariel Kinsou, passionnés de produits naturels, pour nous parler d'une belle peau. Le naturel, c'est possible. Avec le naturel, on peut avoir une très belle peau, nous dira-t-elle. Le grand rendez-vous, c'est aussi le journal. Hier, nous étions avec Estelle Pazou. Elle a promis être avec nous aujourd'hui. Ce soir, elle y est. Estelle, bonsoir. Bonsoir à vous, heureuse d'annoncer. Merci d'être au grand rendez-vous. Au menu du 19h45, qu'est-ce qu'on peut retenir? Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voir un conducteur utiliser sa main plutôt que son clignotant pour indiquer sa direction, c'est courant dans la ville de Cotonou à croire que le clignotant ne sert plus à rien, quand bien même son usage fait partie des règles de conduite automobile. Une alimentation saine et équilibrée, c'est un des secrets pour préserver sa santé. Comment éviter la malbouffe et donc l'excès de gras, de sucré et de salé? Patrick Zinvoedo nous donnera les réponses. Et puis, fumer le tabac n'est pas bon pour l'organisme, surtout pour les organes vitaux comme le poumon. Un reportage va nous édifier sur le sujet et ce sera bien évidemment à 19h45. Merci à vous Estelle Pazou. On se dit donc à tout à l'heure pour le développement de tous ces sujets. Lorsqu'il va sonner 19h45, bien sûr. Mesdames et messieurs, nous installons le premier plateau de votre grand rendez-vous de ce soir. Beauté au pluriel. Je l'ai annoncé il y a un instant, on reçoit Fulgencia Routondi et Ariel Kinsou, passionnés de produits naturels, pour parler des astuces pour avoir du naturel, des compositions naturelles pour entretenir notre peau. Mais d'abord, voici ce que Elonia d'Almeida nous propose sur le sujet. Ils sont naturels et sans danger pour la peau. Au Bénin, l'univers des cosmétiques bio se développe. Un retour à la nature en plein essor,
que les professionnels du secteur exploitent depuis quelques années. Notre biocosmétique est fait et surtout basé sur des extraits de plantes, de fruits et de légumes. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, toutes nos prestations sont basées sur le 100% bio. Produits chimiques, parfums, colorants ou même conservateurs. Pour adhérer au concept du bio, Clémence a décidé de respecter les normes de fabrication. Et pour cela, elle fait l'impasse aujourd'hui sur de nombreux additifs. Les gammes sont diversifiées. Vous avez des gammes présentées en lait de toilette. Vous avez par exemple le gombo qui est un légume. Vous avez la papaye qui est un fruit. Vous avez la bave d'escargot. Vous avez assez de produits qu'on utilise. Les produits bio ne durent pas assez longtemps que les produits classiques. On n'utilise pas de conservateurs. On n'utilise pratiquement pas de conservateurs. C'est des produits qui sont produits à l'état nature. Et la formule séduit. Le bio rassure pour sa qualité, une qualité représentant un coût non négligeable par rapport aux produits classiques qui ne semblent pas décourager la clientèle. Le bio aujourd'hui coûte très cher, puisque la matière première est chère. Du coup, c'est normal que le biocosmétique soit cher. Le biocosmétique aujourd'hui est cher, mais très bien. Tous les clients qui viennent nous voir, d'abord, sont satisfaits. C'est vrai que le bio, comme on le dit, qui va piano, va piano. Le bio va très lentement, mais bien. Ça répond très bien comparativement aux classiques. Et quand même, ça fait 10 ans cette année que je suis en train de promouvoir le bio au Bénin, à consommer bio, à s'adapter aux produits cosmétiques bio de la maison. Les cosmétiques bio made in Bénin semblent donc remplir les critères de rigueur en matière de fabrication. Un constat qui reste tout de même à nuancer, compte tenu du manque de labels de certification locaux. Et on retrouve Fulgencia Rontondi, grâce à qui on ouvre la grande émission de ce soir en beauté. Fulgencia, bonsoir. Bonsoir, heureuse. La pleine forme? Oui, ça va bien. D'accord. On parle du naturel aujourd'hui pour avoir une très belle peau. Oui, tout à fait. Et pour cela, nous avons une dame naturelle. Elle est à l'état naturel. Hein. Je vous informe, elle a refusé le maquillage. Elle dit qu'elle vient à l'état naturel. Alors, bonsoir, Yala Kenso. Bonsoir, demoiselle. Et vous voyez, non, mesdames et messieurs, vraiment naturel. Teint d'ébène. Ça, c'est bien. Comment vous faites pour l'entretenir? C'est facile, c'est pas compliqué. Pas compliqué. Non, pas compliqué. En tout cas, c'est vraiment plus joli d'avoir un teint aussi naturel que dépigmenté. Franchement. Parce qu'après, c'est les problèmes qu'on gère. Même pas. Avant même de parler des problèmes de santé, déjà au niveau esthétique, ça donne rien de bon. Hein. Alors, félicitations. Merci. Pourquoi avez-vous opté pour les produits cosmétiques naturels? Alors, déjà, le naturel, pour moi, c'est quelque chose qui ne coûte pas cher. Je trouve que d'abord, c'est un don de Dieu. Et pourquoi ne pas l'utiliser? Et le naturel n'a pas d'effet secondaire, selon moi. Déjà, vous savez ce que vous utilisez. Vous savez peut-être où à quelle quantité ne pas, enfin le dosage et tout, ça n'a pas vraiment d'effet secondaire, ça n'a pas d'effet secondaire. Et vous avez opté pour le naturel depuis combien de temps déjà? Je n'ai pas opté pour le naturel, je suis née naturelle, je reste naturelle. Ah oui, vous êtes née naturelle, oui, certes, mais, oui, mais je crois avec déjà aussi, c'est question d'éducation. Hein. Moi, je n'ai pas vu ma mère utiliser des produits, se maquiller, prendre 30 minutes, excusez-moi, ou enfin, prendre tout son temps pour se maquiller et tout. Donc, je crois que je l'ai copié comme ça. Et puis voilà. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous, à votre niveau, vous prenez soin de votre corps? Quel est le secret de Ariel? Alors déjà, je trouve qu'il ne faut pas cacher sa peau ou ses imperfections. Pour moi, déjà en semaine, je ne me maquille vraiment pas. Je mets un peu de poudre, un peu de mascara, un peu de gloss et ça va. Et je crois que pour celles qui ne peuvent pas sortir sans se maquiller, juste légèrement pour cacher peut-être des imperfections, des cernes et tout, ça pourrait aller.
Alors déjà, je bois beaucoup d'eau. J'évite de... Quel effet sur la peau? Oui, ça hydrate, ça déshydrate. Ça évite déjà les boutons, beaucoup, les acnés. Boire assez d'eau, là. Boire assez d'eau, contrôler son alimentation, manger moins gras. Surtout manger moins gras, fromage, beurre et tout ce qui va avec. Et plein d'autres choses, je crois qu'on en reviendra. Alors, comment est-ce que vous faites votre sélection de produits naturels? Alors, ma sélection de produits naturels, je peux déjà vous dire que j'ai 2 gammes. Je ne vais pas les citer, j'ai 2 gammes. Et je m'assure en fait que c'est vraiment des produits naturels. Et ces gammes-là, quelle est leur composition? Leur composition, c'est à base peut-être de café. Le café Mendia, c'est noir, je comprends. Oui, de café, parce que le café, c'est un très bon produit pour la peau, pour maintenir, pour rendre la peau ferme, resserrer les pores et tout. Et la seconde gamme, elle est un peu plus, je veux dire, scientifique, mais un peu plus chère que l'autre. Banal, mais bon, ça passe. Et je ne prends pas ça ici, je commande. Okay. Mais c'est du bio. Oui, mais le produit ou la gamme principale que j'utilise, elle est made in Benin. D'accord, et à base de café. À base de café, à base de beurre de karité et de plein d'autres choses. Donc, avant d'acheter sa pommade, par exemple, il faut lire l'étiquette et ce qui est écrit dessus. Oui, il faut lire l'étiquette, mais est-ce que tout ce qui est écrit est vrai? La vraie question. Non, bon, je me dis, au Bénin, peut-être on peut s'inquiéter, mais dans les pays développés, je crois qu'il y a même le numéro pour avoir, si vous êtes consommateur, le numéro pour c'est que si vous êtes consommateur comme ça, il faut être alors vraiment accro aux détails et pousser le bouchon loin pour pouvoir vérifier. Parce que moi, je peux vous dire que j'utilise un savon à base de café, mais même quand je me lave, je sens que c'est du café. Oui, c'est du café et c'est bon. Voilà un peu. Alors, qu'est-ce qui se retrouve aujourd'hui dans les produits naturels qu'on ne retrouve pas dans les autres produits pour l'adopter? Est-ce que je vais parler de fraîcheur? Vous voyez, il y a des savons qui sont faits à base peut-être d'orange ou de citron, mais vous sentez que c'est du naturel, c'est frais. Et vous sentez ça sur votre peau. Si par exemple vous avez des boutons, j'ai lu dans l'élément tout à l'heure, je suivais tout à l'heure, où la dame disait, c'est lent, mais c'est efficace. Un secret, la routine. Donc ce n'est pas comme les produits, c'est toujours jeune, ou bien 5 jours, 24 heures. Il y a tellement de noms. En 3 jours, on peut avoir une autre couleur de peau. Oui, mais ce n'est pas le cas. Avec le bio, ça prend du temps. Ça prend du temps, mais il faut dire que la routine aussi, c'est la répétition. C'est refaire la même chose plusieurs fois et respecter le chrono, si je peux le dire ainsi. Vous voyez, ça prend du temps. C'est pas, si vous avez un bouton là, on vous dit utilise ce produit, non, ça ne marche pas. 2 jours, on change, non. Ça prend du temps, mais c'est efficace à long terme. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de routine, mais moi, je voudrais savoir quelle est votre routine visage? Alors, vous avez un chèque pour ça? Allez-y, après on verra. Je livre mes Notre chèque, c'est de vous avoir sur notre plateau, gratuitement. Alors, je vais juste donner un seul élément. J'utilise l'aloe vera, l'aloe skin. Ah oui. Oui. Vous le passez sur le visage, vous découpez. Il y a la pulpe que vous passez sur le visage. Il est tonifiant, ça nettoie, ça purifie. 5-10 minutes et après vous vous rincez le visage. D'accord. Oui. Donc c'est ce que vous faites? C'est ce que je fais. J'essaye d'être assidue. Ah oui, c'est vrai, il faut être aussi assidu. Oui, il ne faut pas le faire 2 jours et puis laisser, quoi. Non, c'est pas facile. Moi, je n'ai pas le temps, en griffe, je n'ai pas le temps ni l'argent d'aller voir un esthéticien tout le temps. Un soin de visage minimum, il paraît c'est 20 000. Vous voyez? Mais le naturel, vous pouvez le faire à la maison.
Mais il faut être discipliné. Il faut être discipliné. Il faut être vraiment discipliné pour obtenir... Donc finalement, opter pour le naturel, ce n'est pas facile. Bon, c'est facile. Rien n'est facile dans cette vie. C'est un objectif et vous mettez tout en œuvre pour atteindre cet objectif-là. Donc c'est ça, il faut être déterminé. Mais permettez-moi, avoir un teint naturel avec du naturel, c'est beau, mais toutes ces dames qui nous suivent aujourd'hui, qui souhaitent avoir un teint naturel, après s'être décapée, est-ce que c'est possible de retrouver son naturel à base de produits? Là, je vais dire un grand Je ne m'y connais pas trop par rapport à ça, mais je sais que j'ai déjà vu une dame qui s'était dépigmentée la peau, mais qui s'est mariée à un cousin à moi et qui a dû laisser tous les produits qu'elle utilisait. Mais elle est redevenue, en fait... Je remercie cet homme-là. Elle est redevenue, je crois, un peu plus noire qu'avant, mais avec le temps, elle a retrouvé son teint. D'accord. Oui. Elle n'a plus d'imperfection. Elle n'a plus d'imperfection. Elle a laissé, enfin, tu subis, quoi. Tu subis, tu redeviens noir, mais après, tu retrouves ton teint. Ok. Mais je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'il faut se décaper là. Alors, d'autres vous diront que être bio, naturel, c'est un coût, ça a un coût. Il faut dépenser aussi. Vous confirmez? Il faut dépenser, oui et non. Moi, le savon que j'utilise, devinez combien ça coûte? Allez-y. Devinez. Lâchez le morceau. 250 francs CFA. Non. J'aurais bien voulu 250. Mais c'est possible, puisque ce sont les produits de la nature, c'est possible. Voilà, non. Moi, mon savon coûte 1000 francs. Ah ouais. Ça fait combien de temps? Ça fait 3 semaines. Ah ben, franchement, c'est économique. Oui, 3 semaines. Et je suis satisfaite, en tout cas pour le moment. Et je sais que si je remarque quelque chose d'anormal dans ce que j'ai l'habitude d'utiliser, je sais à qui ou vers qui aller pour me plaindre. D'accord. C'est déjà arrivé. Mais est-ce qu'il y a des choses à éviter, des astuces, bon, je ne dirais pas astuces, mais des comportements à éviter lorsqu'on décide d'opter pour le naturel? Parce qu'il faut le dire, ce n'est pas facile en tant que tel. Les femmes iront prendre du citron, tel produit pour dire elles veulent faire des compositions. On peut le faire soi-même. Je tiens déjà à préciser que le naturel, ce n'est pas que le noir. Oui, bon, ça c'est vrai. Oui. Ce n'est pas que la peau noire. Le naturel, il y a des femmes claires naturellement, oui. Et on peut entretenir sa peau avec des produits naturels. On peut entretenir la peau claire, même avec l'huile de carotte. Simplement. Simplement. C'est naturel, c'est bio. Et même si vous devenez un peu plus clair, ça n'a pas d'effet néfaste sur votre santé. Sur votre santé. Oui. Parce que quand vous êtes une femme et vous vous décapez la peau, c'est votre santé qui est en jeu. C'est la santé de vos enfants ou de votre enfant. Et quand vous subissez peut-être une opération, c'est difficile. Oui. Moi, j'ai lu plein d'histoires où des dames ont perdu la vie à cause de ce phénomène-là. Ok, merci beaucoup Ariel Kessou, on a appris beaucoup. Donc, chères dames, optez pour le naturel. Oui. On a beaucoup d'avantages à utiliser les produits naturels. Ça prend du temps, mais le résultat vient en fin de compte. Merci beaucoup. Fulgensia Routondi et Ariel Kessou, passionnés de produits naturels. On va recevoir après vous Yasmine Damanta dans Nature et Bien-être. Vaccination chez l'adulte, la femme enceinte est une priorité. On en parle juste après ce commentaire sur Image réalisé par Yasmine Damanta. Que voici. La vaccination, elle est l'une des mesures préventives les plus utilisées pour sauver des vies. Du nourrisson à l'adulte, la vaccination protège contre les maladies graves. Chez le nourrisson, elle est obligatoire dès ses premières heures de vie et peut s'étendre jusqu'à l'âge de 11 mois. Suivant un groupe de vaccination précis, la mère est appelée à suivre de près le calendrier vaccinal de l'enfant afin de l'immuniser contre certaines affections. À l'âge adulte, la vaccination intervient soit comme un rappel ou une obligation contre certaines maladies du corps. Toutefois, pour la femme enceinte, la vaccination anti-tétanique devient une obligation. Selon les spécialistes, cette vaccination protégerait en premier le bébé à naître, ensuite la mère.
Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, plusieurs maladies telles que la poliomyélite, la rougeole, la rubéole peuvent être évitées grâce à des vaccins introduits dans le calendrier vaccinal de l'enfant. La non-vaccination des enfants serait donc l'une des causes de mortalité infantile en Afrique. Elle encourage alors tout le monde à prendre connaissance des vaccins disponibles afin de se faire vacciner au bon moment. Et voilà, c'était donc un commentaire sur image de Yasmine Damata qui porte la voix de Victoire Rougan. Et on retrouve Yasmine sur le plateau avec Imelda Adeyanju, agent PEV. PEV, là, ça veut dire quoi déjà, Yasmine? Bonsoir. Le programme élargi de vaccination. Merci beaucoup. Nous sommes avec Imelda Adeyanju, agent du programme élargi de vaccination. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous portez très bien? Ça va, merci. D'accord. Alors, Yasmine, on parle de la vaccination chez l'adulte, la femme enceinte. Une priorité? Ouais, une priorité. Déjà, avec notre invité, on va plus parler de la vaccination chez l'adulte également, pas que chez la femme enceinte. Surtout, juste que chez la femme enceinte, il y a une priorité, il y a un regard tourné vers la femme enceinte. Pardon. Alors, Madame Imelda, dites-nous, hein, la vaccination chez l'adulte, quelles sont ces vaccinations? Chez l'adulte, il y a plusieurs types de vaccinations. En réalité, chez l'adulte, c'est essentiellement les rappels de l'enfance et quelques vaccinations qui sont obligatoires en fonction du pays de destination. Pour les vaccinations obligatoires, nous avons par exemple la fièvre jaune, la méningite. Également, il y a des adultes qui peuvent se faire vacciner contre l'hépatite B, essentiellement. Et pour cela, il faut déjà se faire dépister. Donc, même à l'hépatite B, même quand bien même on doit se faire vacciner, il faut d'abord faire un dépistage. Il ne faut pas y aller pour directement. S'assurer qu'on n'est pas déjà en contact avec la maladie avant de se faire vacciner. Parce qu'il faut le dire, quand on est enfant, les parents font la vaccination, mais à partir d'un certain âge, le suivi n'est pas forcément le même. Donc, il peut arriver qu'on ne fasse plus ces rappels. Et en ce moment, on peut être confronté à l'hépatite B avec les voies de transmission que nous connaissons. Donc, avant de se faire vacciner en étant adulte, il est bon de faire le dépistage. Mais alors, de tous ces vaccins, est-ce qu'il y en a obligatoire chez l'adulte? Chez l'adulte, c'est comme je vous ai dit, il n'y a pas les vaccins obligatoires, c'est en fonction de la destination, comme je vous l'ai dit. Okay. La fièvre jaune, la méningite, par exemple, pour les pèlerins qui vont à la Mecque, ils sont obligés de se faire vacciner avec la méningite, contre la méningite, pardon. Oui. Alors, pour la femme enceinte, en quoi est-ce que c'est si particulier? Est-ce qu'elle se vaccine également la fièvre jaune, la méningite ou l'hépatite également? Si après elle a fait le test de dépistage, on lui dit qu'elle a l'hépatite, c'est bien ça ou il y a un autre vaccin pour la femme enceinte? Chez la femme enceinte, c'est très particulier. La grossesse n'est pas une maladie, mais c'est un état très sensible, donc on évite certains vaccins. La femme enceinte, ce qui est recommandé chez la femme enceinte, c'est le vaccin contre le tétanos. Okay. C'est le seul vaccin qui est recommandé. La plupart du temps, les autres vaccins sont déconseillés à la femme enceinte. Pourquoi? Simplement parce que les effets sur le fœtus. Voilà, il y a beaucoup de vaccins qui sont contre-indiqués pendant la grossesse. Voilà. Donc, pendant la grossesse, si elle a l'hépatite B, elle ne doit pas se faire vacciner, c'est bien ça? C'est délicat. Il faudrait mieux qu'elle prenne l'avis de son gynécologue. Ok. Mais non, à part le vaccin de l'antitétanique, il n'y a pas d'autres vaccins obligatoires chez la femme enceinte? Il n'y a pas de vaccin obligatoire, à part le vaccin contre le tétanos. Oui. Alors, comment elle reçoit cette dose? Rose, vous avez une question, je vois. Bon, je voulais juste savoir comment reconnaître un enfant malade dont la cause est la vaccination de la mère. Est-ce qu'il y a des types de maladies dont les enfants souffrent à cause d'une vaccination de la femme lorsqu'elle était enceinte? Vous savez, par exemple, il y a un vaccin qui est très particulier, c'est le vaccin contre la rubéole, qu'on déconseille chez la femme enceinte, notamment au premier trimestre de la grossesse, parce que ça entraîne des malformations
fœtale, par exemple. Le vaccin peut entraîner dans la Oui, malformation. quand on l'administre à la femme, parce que c'est des vaccins, la plupart du temps, les vaccins qui sont déconseillés, c'est des vaccins vivants qui sont atténués. Et la grossesse, quand la grossesse déjà, elle baisse l'immunité de la femme. Et donc, quand quelqu'un qui a une immunité qui est basse et qu'on lui administre un vaccin vivant qui est atténué, ça peut entraîner beaucoup de conséquences. Du coup, il ne faut pas la vacciner. Il vaut mieux éviter ce genre de vaccin à la femme enceinte. Donc, c'est un peu comme vous l'aviez dit, parce que je sais, en état de grossesse, il y a des analyses qu'on vous demande de faire. Bien et il y a... les rubéoles, toxoplasmose. Oui. Voilà, rubéole, quelque chose là. Et si la femme, si c'est positif chez la femme, il faudrait que le gynécologue intervienne. Elle ne peut pas... C'est des vaccins ou des médicaments dans ce cas? D'un traitement. En fait, ça, je laisse à la discrétion du gynécologue parce que c'est franchement pas mon domaine. Je ne peux pas, je veux pas m'avancer sur ce terrain-là. Donc, je pense que les gynécologues sont mieux placés pour répondre à ça. Mais ce qui est sûr, c'est que le premier trimestre de la grossesse est très délicat. Et tout ce qui est vaccin vivant atténué, on n'administre pas à la femme enceinte. D'accord. Alors, comment elle reçoit ces doses de vaccins antitétaniques? Pour les vaccins antitétaniques, le calendrier prévoit en fait 5 doses de VAT. Mais en 9 mois? Non, pas en 9 mois, évidemment. Donc, on dit en général que la première dose se fait le plus tôt possible au cours de la grossesse. Mais il faut reconnaître que ce vaccin n'est pas seulement administré à la femme enceinte, c'est également administré aux femmes en âge de procréer. Et quand on parle de femmes en âge de procréer, c'est les femmes qui ont entre 15 et 45 ans. D'accord. Donc, entre 15 et 45 ans, vous devez aller chez un agent PEV pour avoir un vaccin antitétanique. Antitétanique, oui. Ah, d'accord. Donc, quand les plus jeunes, avant 15 ans, quand on tombe enceinte, donc on ne prend pas ces... Si, vous pouvez. Mais, enfin, c'est non, elle parle des femmes en procréation. 15 et 45 ans, c'est une période qui délimite les femmes en âge de procréer. Mais il y a toujours des exceptions. Il y en a qui accouchent plus tôt ou d'autres beaucoup plus tard. Du coup, dès que vous êtes enceinte, il faut le faire. Maintenant, si vous ne tombez pas enceinte avant vos 15 ans, vous pouvez toujours, à partir de 15 ans déjà, vous faire vacciner au VAT. Oui. Et il faut préciser que la vaccination antitétanique chez la femme enceinte, elle est gratuite. Ah, ok. Donc, elle commence sa première dose quand elle est enceinte. Je sais au moins, c'est gratuit. Quand elle est enceinte. Et les 4 autres, elle les prend quand? La deuxième dose, elle prend sa deuxième dose 4 semaines après la première dose. D'accord. La troisième dose, elle la prend 6 mois après la deuxième dose ou à la prochaine grossesse. Et la 4e dose, c'est 1 an après la 3e dose ou à la prochaine grossesse. Et c'est pareil pour la 5e dose, c'est 1 an après la 4e dose. Donc, si je comprends bien, il n'y a pas un rappel en tant que tel à faire parce que les femmes enceintes, très souvent quand on va en état de grossesse, on va pour la vaccination, les agents peuvent se plaignent souvent. Ah ben, vous n'avez pas respecté, vous deviez être là, telle date. Normalement, il n'y a pas de problème pour la femme enceinte. En fait, c'est pas le vrai problème qui se pose, c'est que quand vous ne respectez pas le calendrier vaccinal, vous perdez l'avantage de la vaccination. D'accord. Parce que toutes ces doses, ça confère une certaine immunité. Par exemple, quand vous faites la première dose, ça ne vous confère aucune immunité. À partir de la deuxième dose, vous avez une immunité de 1 à 3 ans, ça dépend des femmes. Ok. Maintenant, à partir de la 3e dose, vous avez une immunité de 5 ans. La 4e dose vous confère une immunité de 10 ans, pardon. Et la dernière dose vous confère une immunité complète pour toute la période de procréation. Ok. Donc l'idéal, c'est de ne pas rater. L'idéal, c'est de ne pas rater. Mais quand on rate, oui, que faire? Quand vous ratez, vous reprenez. Voilà, vous reprenez carrément parce que le vaccin n'a plus son effet. À un moment donné, quand vous vous arrêtez à la 2e dose, puisque en général, les 2 premières doses couvrent la période de la grossesse. Donc, quand vous vous arrêtez, au bout de 3 ans, vous perdez cette immunité-là. Donc, ça suppose que vous reprenez tout à zéro. D'accord?
On reprend tout à zéro. Vous reprenez Vaut pas mieux suivre. il vaut mieux suivre votre calendrier vaccinal dans la mesure du possible. Mais donc, quand la femme enceinte ne reçoit pas son vaccin antitétanique, à quoi est-elle exposée? Bon, le risque, c'est que si les conditions d'hygiène ne sont pas respectées, que l'enfant puisse développer un tétanos néonatal. Voilà. Un tétanos néonatal. Est-ce qu'elles ont compris, nos femmes heureuses? Je crois bien, l'essentiel est dit pour qu'elles ne ratent plus leur vaccination. Franchement. L'enfant est exposé dans ce cas. C'est Oui, que l'enfant la est maman n'est exposé. pas vaccinée, mais c'est n'est pas- l'enfant oui, qui est c'est exposé. L'enfant, quand on fait le tétanos chez la mère, ça protège également l'enfant, puisque l'enfant ne commence sa vaccination contre le tétanos qu'à 6 semaines de vie. Et pendant cette période, l'enfant n'est pas protégé. L'enfant n'est protégé qu'à partir des antigènes qu'a reçu la mère. Donc, du coup, amis téléspectateurs, vous avez compris, hein, l'important, quand vous êtes enceinte, allez voir votre gynéco ou l'agent père pour vous le lui signaler. Je suis enceinte. Est-ce que j'ai des vaccinations à recevoir? Est-ce que j'ai le vaccin antitétanique, bien sûr, à recevoir? Car elle est essentielle parce qu'elle sauve mon bébé. Elle me sauve également. Oui, ce qui est sûr déjà, même à la première consultation, on vous demande d'aller faire votre vaccination de façon systématique. Et l'important maintenant, c'est vraiment de respecter les dates prescrites, qui sont prescrites voilà, par l'agent de santé. Précisons que c'est gratuit. Eh oui, encore, c'est gratuit. Voilà encore une raison pour ne pas laisser tomber, hein, mesdames et messieurs. Et ce sera tout pour Nature et Bien-être. Nous installons à présent le plateau de Autant Savoir. Nous parlons de la cartographie des risques pour une meilleure gestion en entreprise avec Agnat Bello et Gentil Badedji, agent qualité certifié. Mais d'abord, voici le reportage réalisé par Fulgencia Routondi sur les risques en entreprise. Le management est une composante essentielle de la stratégie de l'entreprise. Si bien que lorsque ce n'est pas connu, lorsque vous menez n'importe quelle activité aujourd'hui, et que la question de risque management n'est pas traitée, vous êtes sûr d'aller dans les murs. C'est ça d'ailleurs qui fait échouer beaucoup de projets qui sont menés en Afrique, au Bénin aussi, parce qu'on n'a pas idée des risques, des points d'achoppement qu'on pourrait connaître dans de tels projets. Et c'est ce qui fait que les entreprises croulent très vite. Cette discipline vise à identifier tous les risques de l'entreprise, à les évaluer et à les traiter, de sorte à réduire les incertitudes dans la façon de mener les projets, de sorte à réduire la probabilité ou la survenance des risques dans la maison, dans une entité donnée. Pour devenir un risk manager, il faut avoir suffisamment d'expérience, connaître l'entreprise et être formé pour. Donc être capable de reconnaître qu'il y a un risque ici ou là, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut le savoir. Mais ça doit être entériné par une formation bien certifiante. Il y a la norme ISO 73, version 2018, qui dit comment est-ce qu'il faut appeler chaque chose, c'est-à-dire le vocabulaire essentiel, le jargon qu'il faut utiliser pour parler des risques dans une entreprise. Mais quand je reviens sur la norme 31 000, on peut signifier déjà que cette norme n'amène pas ou ne conduit pas à une certification. Contrairement aux autres normes, par rapport, par exemple, la norme 9001, qui amène les entreprises à se certifier, la norme 31 000 n'amène pas à une certification. C'est des lignes directrices. Donc ce n'est pas aussi fort, mais ça a beaucoup d'avantages pour les entreprises pour qu'elles ne disparaissent pas du jour au lendemain. Et voilà, c'était donc un risque manager qui nous parlait de son métier, le métier de risque manager. Et on retrouve Agnat Bello sur ce plateau. Agnat, bonsoir. Heureuse Anondé, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. Vous êtes ce soir avec Gentile Badedji, auditeur qualité certifié, pour parler de la cartographie des risques pour une meilleure gestion en entreprise.
Alors, si vous venez de nous rejoindre, semaine passée déjà, on a parlé un peu de comment gérer les risques, surtout quand on a une idée d'entreprise. Et quand on en parlait, on a parlé également de la cartographie des risques. On s'est dit que vous gagneriez beaucoup à savoir qu'est-ce que c'est véritablement. Donc, nous avons la chance d'avoir un auditeur qualité certifié sur ce plateau. La première question, c'est donc de savoir pour vous, c'est quoi la cartographie des risques? Bonsoir déjà. Naturellement. Bonsoir, chère dame, chère journaliste. Alors, tout le plaisir pour moi d'être encore nouveau sur votre plateau. Alors, la cartographie des risques, c'est un document qui énumère les risques identifiés dans une entreprise et qui donne les risques, les types de risques. C'est quelles sont les mesures déjà existantes pour maîtriser ce risque et le risque évalué. En principe, on évalue le risque et déterminer la criticité des risques. Et dans ce document qu'on appelle code des risques, on met aussi les actions de maîtrise de risque, qui doit pouvoir maîtriser les risques, qui est responsable du risque et quel délai il a pour maîtriser, pour mettre en œuvre les actions identifiées dans le document appelé la carte de risque. Donc c'est un document qui regroupe toutes ces informations. Donc c'est un peu en griffe la Bible en matière des risques. Pour ne pas dire une boussole. Bon, si vous voulez une boussole qui utilise le gestion des risques de l'entreprise pour mieux suivre les risques identifiés. D'accord, alors on en parle avec tout ce qu'il est censé contenir. Est-ce qu'on peut dire qu'il est indispensable, cette cartographie des risques aux entreprises? Oui, très indispensable, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un document qui énumère les risques. Quand on identifie les risques, il fait la liste de tous les risques retrouvés au niveau de l'entreprise, au niveau de l'ONG, du projet et autres. Si ce document n'existait pas, les gens allaient évoluer à vue. On serait dit, bien, on a identifié un risque sur la santé du personnel, mais on ne se serait pas rappelé de la critique du risque, quel était son impact, quel pourrait être son impact, quelle était sa fréquence et qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on aurait eu comme résultat lorsqu'on aurait mis en œuvre les actions de maîtrise des risques. Donc ce document très important permet de faire un bon suivi, de ne pas oublier qu'on a identifié un risque et de savoir les actions claires à mener. La dernière fois, je vais vous donner un exemple d'un risque identifié dans une entreprise et qui n'a pas été maîtrisé. Voilà. Par rapport à la salle du serveur. Exactement. Donc, c'est exactement le rôle que joue ce document. Ce document, quand ça existe et que les risques sont énumérés avec toutes les actions, la personne chargée, qui est le risk manager, elle ne pourra pas dire qu'il a oublié qu'un risque cela a été écrit. Et donc, le suivi, la date de mise en œuvre, tout est là-dedans. Voilà. D'accord. Avant qu'on ne poursuive, à quel moment il faut élaborer cette cartographie des risques? Est-ce avant de créer l'entreprise? Est-ce après création de l'entreprise? Est-ce quand on a été confronté à un problème? Voilà. À quel moment véritablement? Il ne faudrait pas attendre d'avoir été confronté avant. Tout sauf ça d'abord. D'accord. Maintenant, avant ou pendant, ça ne gêne pas. Prioritairement avant. C'est-à-dire à la création de l'entreprise, déjà, on peut déjà élaborer une cartographie des risques qui peut évoluer en fonction des activités menées en fonction de l'environnement. Vous voyez, c'était un projet. Lorsque ce projet est ficelé, avant sa mise en œuvre, on élabore déjà la cartographie des risques qui identifie les risques, les événements qui pouvaient survenir, qui peuvent nous empêcher d'atteindre les objectifs fixés. Donc, prioritairement, il faut le faire au début, avant le lancement d'un projet ou bien la création d'une entreprise. Maintenant, dans le cas, je prends de BB24, je ne sais pas si vous avez une cartographie des risques. Si vous n'en avez pas, alors là, vous pouvez le faire. Il n'est jamais tard pour bien faire. À tout moment, on peut le faire, à tout moment. Mais l'erreur, c'est de ne pas attendre et que le risque survienne et qu'on de subir. Tant que c'est possible de le faire, on peut le faire. Le plus important, c'est d'éviter alors les risques. C'est d'éviter, voilà. Donc, si quelqu'un n'a pas encore fait, si une entreprise n'a pas encore fait, elle peut toujours encore le faire. Mais voilà. Qui le fait? Est-ce qu'on demande un service externe ou un agent de l'entreprise peut jouer ce rôle-là? Tout dépend de ce que choisit l'entreprise. On peut choisir de former un risk manager qui ait les compétences et qui ait les expériences. Ça aussi, il faut qu'il soit bien formé sur une bonne formation, sur l'une des normes. Je suis dans la norme ISO 31000 par exemple, la version 2008, qui est la norme par excellence pour gérer les risques. Il y a d'autres normes comme les COSO 1, COSO 2 et consorts. Mais ce que nous recommandons... C'est une norme transversale. Voilà, c'est la norme ISO 31000. Elle est transversale sur toutes les entreprises, tout type d'activité. Donc, former un risk manager. On peut former un risk manager à l'interne
et qui peut faire le travail, si il a les compétences pour, ou bien faire appel à un consultant indépendant, un cabinet, un consultant indépendant, un risk manager formé, qui peut venir ponctuellement aider l'entreprise, accompagner l'entreprise à mettre en place, si c'est demandant des risques, ou bien à élaborer la cartographie des risques. Justement, comment s'élabore cette cartographie des risques? Alors, on avait commencé la dernière fois. Oui. Il y a 4 à 5 étapes pour élaborer la cartographie des risques. La première des choses, c'est déjà d'identifier le domaine d'application de l'entreprise. Dans quel domaine on veut élaborer la cartographie des risques. Je disais la dernière fois que quand on prend l'OETB, on a l'OETB, la chaîne mère et le BB24 et d'autres aussi, la radio et consorts. Donc on peut choisir par exemple de dire, bon voilà, nous commençons par BB24, élaborer la cartographie des risques liés à BB24 uniquement d'abord. Il faut d'abord identifier le domaine. Le domaine, circonscrire le périmètre et le domaine d'application. C'est très important pour ne pas aller dans tous les sens. Voilà. Donc ça permet d'être concis et de savoir quels sont les objectifs qu'on poursuit et voilà, sur quel domaine on agit. Et au niveau de cette première étape aussi, il y a ce qu'on appelle l'analyse du contexte. Il faut analyser le contexte de l'entreprise. Dans quel contexte vous évoluez? L'entreprise évolue, le projet évolue, ou bien l'association veut évoluer. Est-ce qu'il y a quelles sont les forces, le contexte interne, quelles sont les forces et faiblesses de l'entreprise, de BB24? Qu'est-ce que vous faites de mieux que tous les autres et que personne ne peut vous égaler? Est-ce que c'est les compétences du personnel? Est-ce que c'est vos équipements? Est-ce que c'est à vous d'identifier? Quelles sont aussi vos faiblesses? Qu'est-ce que les autres ont plus que vous? Vous devez déjà pouvoir identifier tout ça en tenant compte aussi de la vision de l'entreprise, de BB24 ou bien de votre mission, de vos objectifs et de vos plans d'action. Tenez compte de tout ça pour déjà faire l'analyse du contexte interne. En plus du contexte, après ça, vous faites l'analyse du contexte externe. D'accord. Il faut d'abord le contexte interne avant le contexte externe. Le contexte externe, ça passe par des opportunités, des forces et faiblesses, des opportunités et des menaces, s'il vous plaît, des opportunités et des menaces. C'est des aspects qui ne sont pas directement dépendants de vous, que vous pouvez, qui demandent d'autres personnes, mais donc vous pouvez essayer être victime. Voilà, donc vous pouvez essayer d'éviter. Si on prend le volet politique, les risques liés à la politique, les risques liés à l'économie, socio-culturelle, à l'environnement, les risques liés, les risques légaux, voilà, tout ce qui ne dépend pas forcément de vous, mais qui peut constituer une opportunité ou bien aussi une menace pour vous, pour l'identifier. Donc c'est la première étape. D'accord. Après cela, nous passons à l'étape numéro 2, qui est comme de l'appréciation des risques. Et à cette étape-là, sur cette étape, nous avons 3 sous-étapes. Nous avons d'abord l'identification des risques, qui permet de lister les risques, de reconnaître les risques au niveau de chaque entreprise, de chaque secteur d'activité de l'entreprise. Mais à ce niveau, on peut omettre un risque, non? Oui. Et le rattraper plus tard? C'est possible. C'est pourquoi si on continue, vous allez voir à la fin, il y a ce qu'on appelle la revue et le suivi. Justement, il nous reste 2 minutes. Ce qu'on va faire, on va aller dans les grandes étapes. Voilà. Donc après l'identification, nous passons alors à l'analyse du risque. D'accord. Quels sont les types de risques que nous avons? Et puis nous passons ensuite maintenant à l'évaluation des risques. Ça, on le fait ensuite 2 critères. Le critère de l'impact. Quel serait l'impact du risque quand ça se vient? Et quelle est la fréquence de survenance de ce risque? Ces 2 critères permettent d'avoir la criticité du risque. Ah, d'accord. Voilà. Et à la criticité, une fois on a la criticité, on peut maintenant catégoriser le risque sur le risque mineur, majeur ou bien critique. Et après, il y a le volet suivi et évaluation que souvent fait le risk manager pour le suivi continu, en continu et la revue, elle est souvent périodique. Alors, il nous reste 1 minute, mais j'aimerais qu'on revienne sur un aspect, quelques secondes, un aspect qu'on a abordé semaine passée. Vous avez dit que tous les risques ne sont pas à éviter. Il y a parfois des risques qui peuvent être bénéfiques. Donc, un risk manager peut décider, par exemple, avec la cartographie des risques, de ne pas aller à l'encontre de ce risque-là. Exactement. De laisser l'entreprise vivre ce risque. Et c'est une des dernières étapes qui est le traitement de risque. Une fois que le risque a été identifié, évalué, il faut le traitement. Quel traitement on fait? Est-ce que nous prenons le risque? On doit pouvoir décider si nous choisissons de prendre le risque pour saisir l'opportunité qu'il y a derrière, ou bien carrément d'éviter le risque et de transférer à quelqu'un d'autre, comme on dit aux assureurs, pour l'assurance moto, santé que nous faisons, on transfère le risque aux assureurs, ou bien on choisit de mettre des actions de maîtrise de risque pour que, même si ce risque survenait,
que vraiment l'impact ne puisse pas être très grand. D'accord. Voilà. Merci, M. Gentilé Badedi. Avec vous, on se rend compte que les entreprises gagneraient véritablement à élaborer cette cartographie des risques. Il y va de la survie, justement, de leur idée à la base de création de cette entreprise. Heureuse d'Anondé, merci de nous avoir reçus sur votre plateau. C'est un plaisir. On se retrouve encore demain, si tout va bien. D'ici là, mesdames et messieurs. Avec Fégencia Routongi. Oui, c'est déjà annoncé. Merci beaucoup, Gentilé Badedi, auditeur qualité certifié, et Agnat Bello. Après, autant savoir, on va installer le plateau de l'expert avec Jaurès Sobossi, économiste. Mais avant de les retrouver, je nous laisse suivre le journal avec Estelle Pazot. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Le clignotant est conçu pour indiquer la direction qu'on doit prendre en circulation, mais en lieu et place, les motocyclistes utilisent le membre supérieur, ceci au mépris des règles de sécurité routière. Manger, c'est bien, mais l'excès des aliments gras, salés ou sucrés provoque des maladies. Avoir une alimentation équilibrée, c'est la clé pour préserver sa santé, selon les spécialistes. Le tabac également ne fait pas du bien à la santé. Plusieurs organes en souffrent, à commencer par les poumons. Tabac et santé pulmonaire, on en parle dans ce journal. Et cette information, avant le développement des titres, les membres de 3 institutions de la République ont été installés hier. Il s'agit des juges de la Haute Cour de justice, du Conseil économique et social et de ceux de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Ils ont été renvoyés à leur nouvelle mission par le président de la République, Patrice Talon, qui dit être conscient des défis qui sont désormais les leurs. Ils doivent travailler à redorer le blason de chacune de ces institutions et le président de la République entend ne ménager aucun effort pour les y aider. C'est un réflexe pour tout conducteur d'actionner son clignotant pour indiquer qu'il va à gauche ou à droite. Mais cette habitude, les motocyclistes béninois n'y accordent visiblement aucune importance. Qu'ils en disposent ou non, certains préfèrent utiliser le membre supérieur pour signaler la direction qu'ils doivent prendre. Louis Koutobo, Stéphanie Dekwe-Mandora et Ulvaeus Balogun ont parcouru quelques rues de Cotonou. Voici le constat. Loin d'être un objet d'ornement, les clignotants sont des indicateurs de direction. Mais force est de constater qu'en pleine circulation, les motocyclistes utilisent plutôt leurs membres pour signaler aux usagers le changement de direction. L'usager qui est derrière vous, souvent il ne suit pas vos clignotants. Même quand le clignotant vous l'allumez, même à 5 mètres avant votre changement de direction, il ne suit pas, mais dès que vous faites la main, ça lui donne l'intention que vous voulez changer de direction. Tu vas à gauche, hein? Si tu as fait la main à gauche, celui qui est derrière toi là, il doit savoir que tu veux passer cet endroit. C'est pourquoi on fait ça, parce que les clignotants ne travaillent pas. Des fois, il y a des clignotants qui travaillent bien, hein? Et les gens vont te croire encore. Donc pour changer le raison, il faut faire encore la main, plus avec le clignotant. Malgré que tu indiques la direction que tu veux suivre, ils sont derrière toi, ils voient, mais ils ne respectent pas. Ils vont voir, ils sont conscients que tu es en train de clignoter, mais et pourtant, ils ne vont pas, n'est-ce pas, suivre ce que tu es en train d'indiquer. Et pourtant, ils ont été conçus pour un objectif bien précis. Les clignotants sont des équipements obligatoires puisqu'on doit faire usage chaque fois qu'on veut effectuer une manœuvre. Par exemple, quand on veut dépasser, après avoir dépassé, quand on veut surtout changer de direction. Leur rôle est très important dans la circulation et le non-usage peut engendrer des conséquences néfastes. Celui qui vient, ne sachant pas qu'on veut tourner et on tourne sans mettre le clignotant, ça trompe et ça amène beaucoup d'accidents. C'est un grand risque de tourner, de changer de direction sans avoir mis ce feu indicateur
changement de direction. Ce comportement à risque est à proscrire en circulation. Une exigence du code de la route que les usagers sont donc conviés à respecter. Manger excessivement gras, sucré ou salé, c'est courant chez bon nombre de Béninois. Cette habitude alimentaire relève de la malbouffe et expose celui qui s'y adonne aux boutons, au surpoids, aux maux d'estomac et à bien d'autres maladies. Il faut donc résister aux tentations du quotidien pour déjouer le piège d'une consommation excessive. Patrick Zinvoedo nous en parle au micro de Cynthia Aïdéou et Lazare Migrant. L'inconscient gastronomique, ça dit que je vois tout ce que je mange sans réflexion. Je mange parce que je veux manger. Le suivisme, je veux suivre mon prochain parce qu'il prend la viande du porc avec du pomme frites et du saucisson, ou bien il prend du pain avec du jambon et du fromage gruyère et du beurre. Vous savez que fromage et beurre, ça fait déjà deux choses aussi. Plus le saucisson, bien le jambon, plus le pain, ça c'est la malbouffe. Ceux qui s'adonnent à ça, ils ont des problèmes de santé. Ça commence par l'obésité. On peut te voir depuis 2016, tu as une bonne minceur. Et à 2018, on commence par dire, mais monsieur, qu'est-ce qui ne va pas? Il va te dire, bon, je suis bien, j'ai trouvé un bon contrat, je suis à l'aise. Lui, dans sa tête, il est à l'aise, il mange bien. Mais ça, c'est la malbouffe déjà. Et en 2020, il sera dans l'obésité. Donc, il part d'abord du poids normal, du surpoids et l'obésité. Alors, à cette étape, il a des problèmes de santé. Après l'obésité, nous avons le diabète. Nous avons le diabète, nous avons l'hypertension, nous avons accident cardiovasculaire, l'AVC. Et aussi des problèmes rénaux, les calculs rénaux, parce qu'on mélange des aliments d'où l'organisme n'arrive pas à bien assimiler ce dont il a besoin. Je conseillerais simplement à ceux qui sont dans le concept de la malbouffe de penser à deux solutions, à savoir l'eau tiède au coucher. Un verre d'eau tiède au coucher. Tout au moins un verre d'eau tiède au coucher. Et deuxième recette, l'infusion de laurier. Tous les matins, je pense que petitement et consciemment, ils reviendront sur le principe de la bonne conscience gastronomique. Je préfère qu'on ramène cette journée à une journée de la conscience gastronomique. Et là, ce serait bon parce que la malbouffe, ça permet à d'autres encore de sévir. Déjà qu'on fait la journée, ça veut dire qu'on peut faire du désordre. Donc en tant que diététicien, je conseille à nos autorités et à nos personnalités de revoir cette expression et de transformer ça autrement pour qu'il y ait moins de malbouffe dans le pays et dans le monde entier. Si la malbouffe est dangereuse pour la santé, la consommation du tabac l'est autant. C'est ce qui explique l'importance des Nations Unies que les Nations Unies y accordent. Et cette année, l'OMS s'est penchée sur la santé pulmonaire pour sensibiliser aux effets nocifs du tabac sur la santé. Elle estime même que d'ici 2020, le tabac sera la principale cause de décès et d'incapacité avec plus de 10 millions de victimes par an. Baudelaire Kanchidi. Le tabac nuit gravement à la santé et continue de faire un nombre important de victimes. En effet, il est l'une des principales causes des décès dans le monde, car il affecte les organes vitaux pour la survie de l'homme. Le poumon, à mon avis, fait partie des organes humains détruits par les effets négatifs du tabagisme. L'OMS a chaque année choisi un thème. L'année dernière, c'était le cœur qui était ciblé, et cette année, je crois que c'est les poumons. Selon les prévisions de l'OMS, si le phénomène du tabagisme persiste jusqu'en 2020, il entraînera 10 millions de morts par an. Alors, il urge d'interpeller la conscience des uns et des autres. À ceux qui sont déjà atteints, je leur demande de commencer par prendre conscience et de comprendre que s'ils décident de s'en sortir, ils peuvent. Et à ceux qui ne sont pas atteints, de faire très attention. C'est de ne jamais toucher. Une fois vous touchez, c'est une porte de non-retour. C'est la mort qui s'ensuit. À la jeunesse, de comprendre que l'avenir leur appartient. Les conducteurs de taxi-ville et les associations de bonne volonté au Bénin sont des vecteurs de communication contre la consommation du tabac. Ils entendent multiplier leurs efforts pour apporter leur pierre à l'édifice et plaide pour l'apport des pouvoirs publics. Quand vous entrez dans un taxi, la première des choses qui vous frappe, c'est défense. Il est formellement interdit
de fumer et de parler au chauffeur. Un taxi, c'est beaucoup de personnes. Et quand il y a quelque chose qui est dit dans un taxi, ce n'est pas pour une personne, c'est pour beaucoup de personnes. Déjà, dans nos rangs, beaucoup de nos camarades conducteurs sont déjà partis de la vie au trépas pour cause du tabac. La loi 2017-27 interdit l'utilisation, la commercialisation et l'exploitation du tabac et de ses produits sur le territoire béninois. La loi a été votée. Maintenant, il reste le décret d'application. Le tabac ronge et détruit les organes de ceux qui le consomment et les tue silencieusement à petit feu. L'Agence française de développement a signé avec l'Office national d'électricité et d'eau du Maroc un accord de prêt d'une valeur de 50 millions de dollars, soit plus de 32 milliards de francs CFA. Ce financement va servir à assainir et à garantir l'accès à une eau potable aux populations du nord du pays. Grâce à cette initiative, le Royaume pourra réduire les inégalités en ce qui concerne l'accès à l'eau, tout en améliorant la qualité du service d'eau potable ainsi que la résilience du territoire face au changement climatique. Au Sénégal, la coopération coréenne et le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants ont à cœur le développement de la petite enfance dans les régions de Saint-Louis et Louga. Plus de 2 milliards ont donc conjointement été décaissés par les deux parties pour la cause. Ce financement intervient dans le cadre d'une convention de financement entre l'agence et le Sénégal. Pape Bouna de la RTS. En accordant ce volume financier de 2,874 milliards à l'État du Sénégal, l'Agence de coopération internationale de la Corée va fortement renforcer l'initiative nationale de prise en charge de la petite enfance. Et c'est à travers un projet de développement qui va construire et équiper 8 cases des tout-petits dans les régions de Saint-Louis et de Louga. Le développement de la petite enfance est une composante de l'objectif de développement numéro 4 qui vise, entre autres, à faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons aient accès à des activités de développement et de soins de la petite enfance et à une éducation préscolaire de qualité qui les prépare à suivre un enseignement primaire. Cette grande ambition trouve sa justification scientifique dans le rapport 2014 du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémen, qui stipulait que l'accès au préscolaire pour tous les enfants est un facteur d'amélioration de l'efficacité et d'équité du système éducatif et il permet aux enfants de se familiariser avec l'apprentissage de la langue d'enseignement avant l'entrée au primaire. Grâce à l'approche inclusive, le projet va surtout permettre de consolider les acquis dans la prise en charge de la petite enfance au Sénégal. Il symbolise également l'excellence des relations d'amitié qui unissent la République de Corée et le Sénégal. Ce projet est le premier du genre pour la COICA dans le secteur de la petite enfance au Sénégal. C'est pour un financement de 2,6 milliards CFA et l'objectif est de contribuer au développement intégré de la petite enfance par l'amélioration des premiers apprentissages et la préparation scolaire des tout petits dans les régions de Louga et Saint-Louis. L'exécution sera assurée par l'UNICEF et l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits. Résultat attendu, amélioration de l'accès équitable et de la qualité des enfants âgés de 0 à 5 ans au service de développement intégré de la petite enfance dans les régions cibles. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci Estelle Pazot pour le journal, la présentation du journal. Mesdames et messieurs, je l'ai annoncé tantôt avant le journal qu'on reçoit Joël Sobossi, économiste, pour parler de ECO, la nouvelle monnaie qui entre en vigueur en 2020. Il est installé déjà, on va le retrouver juste après le jingle. Et nous sommes avec Joël Sobossi, économiste, pour parler de ECO, la monnaie unique de la CEDEAO. On aura tous les détails. Est-ce la monnaie unique de la CEDEAO? Combien cela coûte ou combien cela coûtera lorsqu'elle entrera en vigueur? Tous les détails avec l'expert Sobossi. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Alors, ECO, ça fait circuler assez d'informations sur les réseaux sociaux partout, mais il faut dire jusqu'à l'heure actuelle, beaucoup ne savent pas encore de quoi il s'agit. On est avec vous
pour y aller de façon terre à terre, pour que même les alphabets des zones très très reculées nous comprennent, comment peut-on définir déjà cette nouvelle monnaie dite ECO? Il faut d'abord dire par rapport au nom que ECO vient de ECOWAS, qui veut dire la signification anglaise de CEDEAO. Donc c'est l'abréviation de ECOWAS qui donne ECO. ECO, d'accord. Comme l'Europe donne euro. Euro, voilà. Ça c'est pour le nom. Mais à l'origine, l'ECO, c'est un projet de monnaie depuis la création de la CEDEAO dans les années 1960 qui voulait que les pays de cette zone monétaire utilisent la même monnaie. Cette zone économique qui avait eu, depuis sa création, à repousser plusieurs fois la mise en vigueur, la mise en circulation de cette monnaie ECO. Donc déjà, dès la base de la CEDEAO, de la fondation, de la création de la CEDEAO, c'était déjà dans les projets. Exactement. Depuis la création de la CEDEAO, il y avait déjà le projet de la mise en circulation d'une monnaie commune à tous les pays de la CEDEAO. D'abord, c'était un projet porté par les anglophones. C'est pourquoi le nom ECO est resté dans ECOWAS. Mais avec les revendications populaires, nous avons remarqué que les pays francophones ont saisi l'opportunité de cette monnaie pour pouvoir passer du CFA à l'ECO. Et aux dernières nouvelles, nous remarquons que c'est seulement les pays francophones qui, supposés être prêts pour les critères de convergence énumérés, vont utiliser l'ECO en 2020, quitte à ce que d'autres pays après rejoignent le groupe des pays qui utilisent cette monnaie. D'accord. Donc actuellement, on peut dire que l'ECO est la monnaie unique de la CEDEAO, mais en attendant, avant que tout le monde rejoigne le groupe, c'est d'abord les pays qui utilisent le franc CFA qui vont utiliser d'abord ECO à la place du franc CFA, en attendant que les pays, notamment anglophones, rejoignent le groupe. D'abord, pour parler vrai, les questions monétaires incluent plusieurs pays, dont les pays CFA, les pays anglophones et la France. Il y a un schéma qui se présente du fait que les pays anglophones ne veulent pas de la France en aucune manière et ont demandé aux pays francophones de présenter un plan de séparation strict du trésor français avec la BCEAO, ce qui n'a pas été fait. Et si l'ECO va fonctionner comme le franc CFA fonctionne, avec implication de la France et des Français dans la politique monétaire, il est fort à parier que les anglophones ne rejoindront pas ce projet de ECO et que c'est seulement les pays francophones qui vont utiliser cette monnaie à long terme. Mais pour les pays francophones qui vont utiliser cette monnaie, déjà, ce qui est déjà sûr, combien cette monnaie va coûter? Elle entre en vigueur en 2020. Combien va-t-elle coûter pour l'utilisateur, le consommateur? En termes de valeur, c'est seulement le président Ouattara qui a évoqué la valeur de l'ECO en disant qu'il n'y aurait pas changement de parité entre l'euro et l'ECO. Parce qu'on a tellement d'informations sur les réseaux sociaux, il paraît que ça coûterait 1200 francs, pour d'autres ça ne va pas changer, donc ça ne change pas de valeur en tant que tel. Théoriquement, ça ne change pas de valeur si ça se conduit tel que le président ivoirien est en train de le conduire. Un ECO sera un franc CFA et puis un euro sera toujours égal à 655,957 francs. 957 ECO. D'accord, mais le changement d'une monnaie, aujourd'hui, qu'est-ce que cela rapporterait à ces pays qui vont l'utiliser? Les avantages d'avoir une monnaie unique pour les pays qui ont en commun, qui sont membres de la CEDEAO. D'abord, il faut dire que le changement de monnaie tel que réclamé par les populations africaines était destiné principalement pour deux raisons. Sortir la France de la gestion monétaire de la zone CFA et ensuite booster le développement de la zone CFA par la création des entreprises qui seraient rendues possibles par une politique monétaire ne se tablant plus sur la maîtrise de l'inflation à moins de 2-3%, tel que ça se fait actuellement. Qui dit maîtrise de l'inflation à moins de 2%, dit réduction de la masse monétaire en circulation, dit pas de crédit facile aux entreprises, dit pas de création d'entreprises, dit pas de création d'emplois, dit pas d'émergence d'une nouvelle classe pour pouvoir s'ajouter à la classe de la demande pour pouvoir faire grimper les prix. Ce qui fait que la BCEAO a une politique de maîtrise de l'inflation à moins de 2%, pendant que les pays anglophones aujourd'hui sont des pays où les taux d'inflation dépassent 10% et où la création d'entreprises et la création d'emplois sont à des dimensions supérieures à la zone CFA. Donc principalement, le changement de monnaie devait venir booster le développement de nos pays. Ça dépend de ce que nos dirigeants mettent comme changement dans le changement de monnaie. Ça dépend de ce qu'ils acceptent ouvrir, de ce qu'ils n'acceptent pas ouvrir. Si tel est que la BCEAO, dans sa politique de
fonctionnement monétaire continue de garder les mêmes règles et les mêmes fonctionnements qu'auparavant avec le franc CFA, fondamentalement, rien ne va changer dans la vie des populations. Non, on ne va même pas y aller dans ce sens. On va plutôt parler d'une nouvelle monnaie pour l'Afrique, une nouvelle monnaie pour les pays membres de la CEDEAO. Et j'ai compris de vos propos que ça rapporterait, rien que changer de monnaie, rapporterait beaucoup à un État. Et ça dépend de la manière dont la monnaie est changée. On peut changer une monnaie et avoir du bien-être. On peut changer une monnaie et avoir aussi des dégâts. Donc tout dépend du processus. Tout dépend du processus et du fonctionnement de la politique monétaire qui se rattache à la nouvelle monnaie. Si c'est une politique monétaire qui favorise la croissance, le développement, l'accès au crédit pour les entreprises, ça va favoriser le développement, la création de plusieurs emplois. Et puis le frein à la fuite des capitaux, étant donné que c'est seulement les étrangers qui ont des sociétés chez nous et qui rapatrient d'habitude chez eux les profits réalisés sur les sociétés. Mais si c'est une monnaie dont la politique monétaire continue de faire de la répression économique, à empêcher les entreprises d'avoir accès au financement, à empêcher les porteurs de projets d'avoir accès au crédit, qu'il n'y aura pas d'avantage. Il n'y aura pas d'avantage ni de développement tel que nous souhaitons dans la zone CFA aujourd'hui. Donc ça dépend de la façon dont la monnaie a été changée et de la politique monétaire, du fonctionnement de la Banque centrale qui va être chargé de gérer cette monnaie. Il est déjà clair qu'en voulant que l'éco soit géré par une banque centrale de type fédéral et non de type unitaire tel qu'on aurait souhaité, les décisions de la BCEAO seront des décisions autonomes qui ne vont pas impacter les pays anglophones, si tel est que ces pays anglophones rejoignaient plus tard l'éco, de même que les décisions de la Banque centrale du Nigeria ou bien la Banque centrale du Ghana ne vont pas impacter les zones CFA, c'est-à-dire si le Ghana décide de prendre une politique monétaire qui va favoriser le développement, ça ne concerne pas les pays CFA. Et si la BCEAO décide de prendre une politique monétaire qui va toujours renforcer la pauvreté ou bien maintenir les gens dans la souffrance, ça ne va pas affecter les pays anglophones. Je pense que c'est l'une des conditions qui ont permis à ce que les pays anglophones acceptent d'adhérer à l'éco en maintenant une certaine autonomie, une certaine indépendance par rapport à leur prise de décision, par rapport à la gestion monétaire dans leur espace économique et dans leur pays. D'accord. Le Bénin fait partie de ces pays qui utilisent le franc CFA. Pour vous, des techniciens, économistes, qu'est-ce que le Bénin gagne en optant pour la nouvelle monnaie? Que gagne-t-on en optant pour la nouvelle monnaie? De manière pragmatique, si tel est que les pays anglophones joignaient la nouvelle monnaie aujourd'hui, les opérateurs économiques gagnent le fait qu'ils n'ont plus à changer le franc CFA en Naira ou bien en C10 avant de se déplacer du Bénin au Nigeria ou bien du Bénin au Ghana. Ça, c'est juste un gain de temps de 5 minutes à la frontière souvent où on utilise ce temps pour pouvoir changer la monnaie. Mais mis à part ça, si on reste dans le schéma qui se développe actuel, où c'est seulement le changement de nom du franc CFA en écho, les billets qui vont certainement changer d'imprès et de maquette, concrètement, rien ne va changer dans la vie des gens et rien ne va rentrer dans nos intérêts pour qu'on puisse espérer que le changement de monnaie va concourir à une amélioration du bien-être chez nous. On n'a pas grand intérêt si c'est seulement le nom et les billets qui vont changer et que le principe de fonctionnement de l'éco soit calqué sur le principe de fonctionnement du franc CFA. Il n'y aura pas grand changement, étant donné que les politiques monétaires vont toujours fonctionner telles qu'elles fonctionnent actuellement. Et la BCEAO ne va toujours pas financer le développement des pays, à savoir financer le déficit de nos États. Mais aujourd'hui, le Bénin qui opte pour l'utilisation de l'éco en 2020, le Bénin est-il prêt? Pour utiliser une monnaie, il n'y a pas qu'on est prêt ou qu'on ne soit pas prêt. Le jour où on nous a colonisé, le jour où le général de Gaulle a mis en circulation le franc CFA, il n'a demandé à personne si quelqu'un est prêt ou si quelqu'un n'est pas prêt. Ils ont mis tous les pays ensemble et puis ils se sont mis à utiliser la monnaie le 26 décembre 1945. Donc c'est une question de volonté politique, c'est une question de volonté d'action. Pourquoi une telle question? Pourquoi une année, on met une année, bon, pas une année pas en tant que telle, mais on n'a pas décidé d'utiliser cette monnaie-là systématiquement dès qu'elle a été adoptée, mais on a dit en 2020. On se dit pourquoi attendre 2020? Et aucun pays n'utilise encore l'éco, c'est-à-dire que quoi? Le Bénin d'abord n'a pas cette autonomie monétaire de décider de ce qu'elle fera en question monétaire. C'est la zone UEMOA qui prend une décision collective et qui s'applique à tous les pays de la zone, étant donné que les dirigeants ont accordé à la BCEAO une indépendance vis-à-vis d'eux, mais cette BCEAO qui est liée au Trésor français, au gouvernement français. Donc, nous n'avons pas la possibilité de dire nous devons attendre avant de joindre l'éco ou bien nous joignons l'éco au démarrage. Ça ne relève pas de notre volonté. Or,
la question de la monnaie devait être une question de souveraineté nationale. Ou bien régionale, parce qu'en réalité, ne pensons pas qu'il soit judicieux que chacun des pays ait sa monnaie et ait cette souveraineté. Nous souhaitons que ce soit une communauté de pays dans laquelle chacun des pays peut surveiller son prochain, chacun des pays peut s'auto-contrôler. Je crois que si le réalisateur peut revenir sur ces images, voilà un peu sur à quoi va ressembler ECHO, quelques images de ECHO qu'on voit, voilà un peu sur à quoi cela va ressembler en 2020, certainement. Non, je ne pense pas que ces images soient des images formelles, étant donné que la CEDEAO avait lancé des concours pour pouvoir recueillir des propositions de maquettes et de logos de l'ECHO. Les résultats n'ont pas été divulgués et je pense que ces images qui circulent sont des images amateurs. C'est juste des idées d'infographistes et autres. Des graphistes et autres. Ce ne sont pas des images officielles ni formelles. Aucune image n'est encore disponible par rapport à cette monnaie qui va rentrer en circulation. Donc, nous ne pouvons pas encore penser ces images comme des images de ECHO. Mais aujourd'hui, pour vous, quelle proposition pouvez-vous faire aujourd'hui aux pays membres de la CEDEAO pour que la nouvelle monnaie soit profitable pour les pays membres de la CEDEAO? La proposition que en tant qu'économiste, en tant qu'analyste de la situation économique de nos pays, en tant que membre de la société civile, parce que je suis président de l'association. On ne va pas vous prendre en tant que membre de la société civile, peut-être pour une autre fois, mais en tant que technicien. Ce qui est plus judicieux, c'est que tous les pays CFA, que ce soit les pays de la CEMAC ou bien les pays de l'UEMOA, les 14 pays, plus les îles Comores, restent ensemble, utilisent une même monnaie pour pouvoir se remettre au niveau des pays anglophones qui nous ont largement dévancés. Donc, ce que nous proposons, c'est une scission de la gestion monétaire de la BCAO et de la BEAC de la France, que ces pays-là se réapproprient leur monnaie, gèrent leur monnaie avant que, si on va penser à rejoindre les anglophones dans une question de gestion monétaire, on le fasse ou pas. Mais bon, c'est un processus qui va en contradiction avec la volonté de plusieurs chefs d'État. Et c'est un processus qui mérite encore d'être mûri pour que ces dirigeants puissent mettre au cœur de leurs préoccupations le développement de leur pays et accèdent donc à ce que cette formule qui permet déjà à des pays ayant des réalités les unes très proches des autres, parce que tous les pays CFA, non seulement il y a une continuité territoriale de Dakar jusqu'au Cameroun, mais ce sont des pays qui ont eu des réalités économiques très similaires les uns par rapport aux autres. Inversement à des pays anglophones qui sont exportateurs de pétrole, pendant que nous sommes importateurs de produits finis de pétrole. Donc c'est à nous de voir si on veut vraiment aller dans ce sens et maintenir cette zone économique CFA soudée ensemble. Et voir comment est-ce qu'on peut avancer après, peut-être avec des monnaies qui vont intégrer des pays de la CEDEAO. Merci beaucoup, Jaurès Sogbosi. Vous êtes économiste et avec vous, à travers vos propos, on a compris que ECO, c'est juste un diminutif de ECOWAS, qui veut dire en français CEDEAO. Et cette monnaie, jusqu'à l'heure actuelle, telle que les choses sont pensées, va valoir à 655,950 francs CFA comme un franc CFA en euros. Et ce sera tout pour l'Espère. Merci, M. Sogbosi. Bonne soirée. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est donc terminé pour le grand rendez-vous, mais on ne va pas y mettre un terme sans vous proposer de suivre la météo. Un rappel.
Et c'est définitivement terminé pour le grand rendez-vous. Pour ceux qui ont pris l'émission en vol, on vous fait un petit rappel de tout ce qui a été dit ici sur ce plateau. On a reçu dans Nature et Bien-être Imelda Adeyanju, elle est agent du programme élargi de vaccination dans la rubrique Nature et Bien-être pour parler de la vaccination chez l'adulte, la femme enceinte, une priorité. Avec elle et Yasmine Damanta, on a présenté un peu les types de vaccination et selon les propos de l'invité, un seul vaccin est obligatoire pour la femme lorsqu'elle est enceinte. C'est le vaccin contre le tétanos et l'important c'est de bénéficier de tous les vaccins. Je crois au nombre de 5 a-t-elle dit, oui, à prendre pour éviter le tétanos. Nous avons également eu sur ce plateau Gentille Badedji. Il est auditeur certifié, auditeur qualité certifié. Il a été reçu par Agnès Bello pour parler de cartographie des risques pour une meilleure gestion en entreprise. Avec lui, on a eu quelques informations sur ce nouveau métier, le métier de risque manager. Après Autant Savoir, on a parlé beauté, on a parlé des astuces pour avoir une belle peau avec des produits naturels. Et pour aborder la question, Figessia Rontondi a reçu cette invitée que vous voyez déjà. Elle s'appelle Ariel Kinsou, passionnée de produits naturels. Elle nous a donné ses astuces, comment elle s'y prend. Pour elle, c'est pas facile, il faut y aller de façon lente, mais au bout de compte, on a le résultat très intéressant. Et le dernier plateau, on l'a eu à l'instant avec l'expert Jaurès Sobossi, économiste, pour parler de ECO, la nouvelle monnaie qui entre en vigueur d'ici 2020. Et ce sera tout pour le grand rendez-vous de ce 23 juillet 2019. À demain pour d'autres informations liées à votre développement personnel et au développement de la nation. D'ici là, portez-vous très bien.